Maintenant, tournons notre attention sur un troisième type d'intervention internationale, après maintien et imposition, consolidation de la paix. La consolidation de la paix a émergé plus récemment dans l'agenda international. La communauté internationale s'en est saisie et a même créé ce terme qui, à l'origine, n'existait pas, de consolidation de la paix. Il est pour la première fois mentionné dans un document du secrétaire général des Nations Unies, d'Organisation des Nations Unies, Boutros-Ghali, en 92, dans son célèbre document appelé Agenda pour la paix, qui était une réflexion sur comment intervenir dans des conflits violents, parle de peace building en anglais, qui a été traduit de manière assez fluide en français, là, édification, support pour la paix. Le terme qui me semble le plus approprié est consolidation de la paix. Qu'est-ce qu'on fait dans du peace building, dans de la consolidation de la paix? Bien, la consolidation de la paix se passe bien après que le conflit violent ait fait rage. Donc, dans la consolidation de la paix se décline sur une ligne temporelle bien différente que le maintien. On se rappelle le maintien? En fait, les belligérants veulent que les Nations Unies soient là pour faciliter la mise en œuvre de l'accord de paix. Donc, on sent que la paix est fragile, est instable. On veut un appui pour les aider à s'assurer que la paix soit bien présente, fige. Avec la consolidation de la paix, c'est un agenda beaucoup plus ambitieux. On est plus loin dans l'après-conflit sur notre ligne temporelle. On est à un moment, en fait, où la paix est présente dans le conflit dans le pays qui a été déstabilisé. Et donc, dans cette situation de paix, qui est quand même relatif, parce que le conflit s'est peut-être passé il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, on a le luxe, si on peut appeler ça comme ça, de s'attaquer à ce qu'on appelle les causes profondes du conflit. Donc, la consolidation de la paix, c'est une espèce de réflexion en profondeur pour dire qu'est-ce qui a causé le conflit là, qui a fait rage il y a 1 an, ou il y a 1 an et demi, ou il y a 2 ans. Donc, comment on peut changer les bases fondamentales qui nous ont amenés à s'entretuer. C'est la réflexion qui entoure la consolidation de la paix. Et donc, c'est une énorme réflexion que vous avez possiblement eue dans d'autres cours ici dans le programme, à se questionner que sont les causes profondes, les causes fondamentales des conflits violents. Et là-dessus, les réponses sont variées pour aller dans toutes sortes de directions. On pourrait dire peut-être les inégalités économiques, le manque de démocratie, les identités, les groupes identitaires trop accentués, la haine identitaire, l'environnement, les ressources naturelles qui sont pauvres, le fait que l'armée ou la force de police était corrompue peut-être, était une menace aux gens davantage qu'un organisme qui les protège. Donc, il peut y avoir toutes sortes de réponses qu'on apporte à cette grande question que sont d'identifier les causes profondes des conflits. La consolidation de la paix, comme j'ai dit, est éminemment ambitieuse parce que son agenda est, pour la plupart, de reconstruire à peu près toutes les institutions politiques, sociales et économiques d'un État. Et je vous donne, simplement pour vous donner l'ampleur de la tâche qui attend un consolidateur de la paix. Les voici. Je les ai mis en liste, il pourrait même en avoir plus, mais bon. Voici la liste des priorités les plus souvent ciblées dans une opération de consolidation de la paix. Et c'est un programme où il faut tout rebâtir, en fait. Donc, on se demande, par exemple, prenons le premier, justice transitionnelle. Que fait-on pour établir la justice sur ce qui s'est passé pendant la guerre civile? Est-ce que l'on traîne devant les tribunaux les gens qui ont commis des exactions, qui ont fait de la torture, qui ont tué des civils, qui ont fait des crimes de guerre, des crimes de génocide? Que fait-on avec ces gens? D'une part, ces gens, on va penser, ils doivent être punis, ils doivent faire face aux conséquences pour leurs actions. Par contre, ce sont bien souvent ceux qui ont commis les exactions sont très puissants. Même une fois que le conflit est terminé, ils gardent beaucoup de capital politique. Ils vont bien souvent menacer que si vous me traînez en cour, si vous me menacez à procès, moi, je reprends le maquis. Je reprends les armes,
je remobilise mes soldats et on repart en guerre. Hein? Donc, il y a une menace là. Quel type de système de justice on met en place pour que les victimes d'exactions soient et réparation, hein, se sentent écoutés? Sécurité. Que fait-on avec ces ex-combattants? Là, on a tout un groupe de gens qui avaient comme principale habilité de se battre, donc des habiletés militaires pendant la guerre. Une fois que la paix est établie, que fait-on avec ces ex-combattants? Hein, bien souvent, on va tomber dans des programmes qu'on appelle de DDR. Hein, désarmement, démobilisation, réarmement, pas réarmement, oui, ça serait assez contre-intuitif, réintégration. Donc, comment réintégrer les ex-combattants dans la société normale, dans une société où la guerre n'est pas la règle? Hein? Doit-on même les aider? Parce qu'on se dit les ressources sont limitées dans le pays qui se reconstruit. Est-ce qu'il faut les aider, ces ex-combattants? C'est eux qui ont fait le plus de dommages. C'est eux qui ont fait le plus de ravages. Hein? Peut-être qu'il ne faut pas les aider. D'autres, il faudrait peut-être aider les civils qui en ont pâti, hein, les victimes. D'autre part, ces ex-combattants sont très puissants. Ils pourraient reprendre les armes. Ils ont le plus de potentiel de destruction future. Hein? Doit-on les réintégrer ou pas? C'est la grande question. Institutions étatiques, on peut coupler ça avec le dernier en bas, institutions politiques. Quel type d'État ou de gouvernement doit-on remettre en place? Parce que bien souvent, c'est l'État qui était critiqué ou qui était attaqué par les différents groupes dans une guerre civile. Donc, comment rebâtir un gouvernement, un État? Doit-on imposer la démocratie? Pense-t-on que la démocratie est le moyen privilégié pour rebâtir un système politique? Si oui, comment? Quel type de système électoral, par exemple? Proportionnel ou pas? Donc, il y a tout un ensemble de questions qui se posent. Développement économique. Doit-on aider, doit-on nationaliser des services? En sachant que l'État est faible ici, est-ce qu'elle a les moyens de nationaliser les services pour offrir des services à sa population, pour les rendre accessibles? Comment attirer des capitaux étrangers? Hein? Une des grandes tâches, c'est très difficile d'attirer une compagnie étrangère pour faire de la production dans un pays qui vient tout juste de passer à travers la guerre civile. Une compagnie multinationale a 192 autres possibilités pour aller investir. 192 autres pays où elle pourrait aller. Hein? Éducation. Comment doit-on éduquer la jeune génération? Comment parle-t-on de ce qui s'est passé pendant la guerre civile? Hein? De parler, d'enseigner l'histoire à l'école est éminemment controversé et politique dans une société qui se relève d'une guerre civile. Les médias, on veut donner une liberté à la presse si on est démocratique dans la plupart des opérations de consolidation de la paix, mais on ne veut pas donner trop de liberté à la presse pour qu'elle fait la promotion de messages haineux. Hein? Donc, on veut lui donner une liberté, mais en même temps, il ne faut pas que les médias propagent des messages haineux qui pourraient amener de l'instabilité. Donc, il y a des dilemmes là qui sont fondamentaux à comment reconstruire une société presque à partir de zéro quand on y pense, hein, de tout refaire. Et ça se décline dans un jeu, des dynamiques triangulaires très complexes. D'une part, hein, vous pourrez regarder le graphique, on a les intervenants externes. Par exemple, une ONG ou un travailleur du gouvernement allemand ou canadien qui va là-bas, dans un pays étranger, faire la consolidation de la paix. Travailler, je ne sais trop, sur le développement économique, tiens. Okay? Ou éducation, construire des écoles. Tiens, un exemple assez simple. Ben, pour l'intervenant externe qui va là-bas, sa première tâche, lorsqu'il arrive sur le terrain, c'est de comprendre la réalité à laquelle ils vont faire face. Le premier dilemme de l'intervenant externe, c'est de se demander à qui dois-je parler, qui dois-je interroger pour comprendre ce qui se passe ici, dans ce pays étranger. Deux possibilités qui s'offrent à cet intervenant externe. Est-ce que je vais voir les élites locales, hein, des gens qui ont habituellement de l'argent, des ressources, du pouvoir dans cette société, pour leur demander un peu leur opinion, leurs solutions qu'ils entrevoient, ou vais-je parler à la population locale? Hein, vais-je faire des sondages,
aller dans des communautés, interroger monsieur, madame, tout le monde pour savoir ce qu'ils veulent, hein, les priorités qu'ils ont dans l'après-conflit. La solution la plus facile, honnêtement, pour un intervenant externe présenté devant ces deux choix est d'aller demander aux élites locales. Plus simple d'un point de vue logistique. Hein, les élites locales sont moins nombreuses, donc on va interroger certaines personnes, bien en vue. Plus facile aussi, peut-être avantageuse, parce que les élites locales peuvent tirer les ficelles. Ils ont des moyens. Hein? Donc, ils ont les moyens aussi de nous nuire si on va contre leurs intérêts. Donc, hein, peut-être de s'acoquiner ou de collaborer avec eux dès le début peut être bénéfique à la longue. Par contre, il y a toujours un contre. En sciences politiques, il y a toujours un contre. Les élites locales ne représentent pas toute la population. C'est souvent un raccourci, mais ce n'est pas un raccourci qui doit être vu comme un raccourci démocratique. Ils ont des intérêts. Hein? Ils ont leurs intérêts à poursuivre. Ils ont des gains qu'ils veulent poursuivre. D'un autre côté, on pourrait peut-être demander à la population locale, les interroger, faire des sondages, aller dans les communautés locales. Il y a aussi un mélange de pour et de contre à cette stratégie. Ça prend plus de temps. Ça va être plus coûteux aussi. Il va falloir se déplacer dans plusieurs communautés, hein, faire des sondages, ramasser tout ce qui s'est dit, en faire des résumés cohérents. Donc, c'est plus coûteux et c'est plus long habituellement. Par contre, on peut dire que quand on demande à la population locale, on a probablement un portrait plus honnête et plus précis des aspirations et des priorités des gens dans le pays dans lequel on vient tout juste d'arriver. Et parfois, les priorités de la population locale ne sont pas les mêmes que ceux des élites locales. Hein. Des fois, ce n'est pas toujours les mêmes. Les élites locales peut-être veulent s'enrichir en peut-être présentant une certaine réalité et certains besoins, certaines nécessités, ce qui n'est pas là pour la population locale en général. On sait bien aussi, pour les élites locales, bien souvent, il y a cette nécessité de convaincre l'intervenant externe de rester, parce qu'on n'a même pas parlé qu'une mission de consolidation de la paix, les intervenants externes sont là, mais ils pourraient très bien être ailleurs. Les ressources sont limitées. Si on pense, par exemple, le gouvernement allemand qui va investir de l'argent, je ne sais trop, dans un pays qui se reconstruit, le gouvernement allemand pourrait investir cet argent-là ailleurs. Surtout que dans la consolidation de la paix, nous ne sommes plus dans l'urgence. Le pays qui est touché ne fait plus les manchettes au niveau international. Il n'est plus sur l'écran radar médiatique. Hein? Et donc, bien souvent, les élites locales vont avoir cette tendance à toujours convaincre l'intervenant externe de rester. Donc, il y a une espèce de savant mélange ici où les élites locales et la population locale vont dire à l'intervenant externe qu'il y a des progrès qui sont réalisés, donc votre présence fait la différence sur certains aspects, mais la balance est toujours à dire on fait des progrès, mais on a toujours autant besoin de vous. Donc, on n'en fait pas trop de progrès. Mais si on dit on fait des progrès spectaculaires, l'intervenant externe va dire OK, ils n'ont plus besoin de nous, on va aller ailleurs. On va se retirer. Hein? Donc, il y a toujours ce mélange entre dire qu'il y a des progrès qui sont faits, mais pas trop. Les élites locales, tout comme d'autres, savent très bien aussi ce que l'intervenant externe veut entendre. Hein? L'intervenant externe, le consolidateur, si on veut, doit rendre des comptes à la maison. Par exemple, le gouvernement allemand qui donne de l'argent à une ONG allemande pour faire un travail de construction d'écoles dans un autre pays de consolidation de la paix, le gouvernement allemand, après 1 an, 2 ans, va demander à l'intervenant externe, qu'avez-vous fait avec notre argent? Où sont les résultats? Hein? Donc, il y a cette reddition de comptes aussi, où l'intervenant externe, le peace builder, doit toujours convaincre ses preneurs de décision à la maison qu'il faille continuer. Hein? Et bien souvent, les objectifs, les intérêts des élites locales vont être mis dans un vocabulaire où les preneurs de décision dans l'autre pays vont trouver attrayant. Je donne un exemple. C'était de notoriété assez commune que des élites locales en Afghanistan, bien souvent, s'ils voulaient convaincre le Canada, les États-Unis, les pays occidentaux en général, de leur donner des fonds pour du développement économique, du développement de toutes sortes,
ben, il fallait glisser là-dedans que l'initiative allait faire la promotion des genres, allait faire la promotion des droits des femmes. Hein, parce que pour les pays occidentaux, c'était une priorité que de faire avancer le droit des femmes afghanes. Donc, les élites locales l'avaient internalisé. C'était pas fou. Si on veut vendre ce projet de barrage ou ce projet de microcrédit, ben, il faut leur dire que ça va faire avancer le droit des femmes. Parce que ça va aller chercher les bailleurs de fonds. Ça va aller chercher les intervenants externes. Hein? Donc, il y a ce jeu aussi de convaincre l'autre de rester et d'investir toujours plus dans la consolidation de la paix quand il pourrait très bien aller ailleurs. Donc, on le voit, la consolidation est peut-être plus subtile que le maintien de la paix et l'imposition dans les espèces de tensions entre les preneurs de décision et aussi dans les intérêts que chacun a à pousser leur agenda. Dans la dernière vidéo sur ces interventions internationales, on va parler prévention des conflits et dernière stratégie.